Je vais m'assurer que l'enregistrement est parti, c'est parfait. Les amis, il est 11 heures. Si vous me le permettez, on va commencer notre atelier. Euh, je commence en me présentant. Je suis Jean-Luc Ploux, je suis un leader pédagogique avec le Centre Franco. Euh, je vous dirais en débutant que si le goût vous en dit, allumez vos caméras pour qu'on puisse voir vos visages. Assurez-vous de mettre votre micro en sourdine. Puis, c'est ça, je vous souhaite un très bel atelier. Je suis convaincu que vous allez en avoir un. Je vous présente Dominique Tremblay. Euh, Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître dans les prochains 80 minutes. Et si vous le connaissez, ça ne me surprend pas que vous êtes ici pour continuer à l'entendre. Donc, Dominique est un conseiller en éducation canadien innovant qui intègre les compétences globales dans les salles de classe en assurant le perfectionnement professionnel du personnel enseignant. Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans dans une petite école de langue française à Trenton, en Ontario, où il a acquis une vaste expérience de l'enseignement de diverses matières à différents niveaux scolaires. Au cours des 14 dernières années, il a été propriétaire de son entreprise de services conseil et a appuyé les districts scolaires à travers le Canada. Au niveau international, son travail l'a conduit en Haïti, au Congo, Kinshasa, aux États-Unis, au Danemark, en Italie, en Turquie, au Panama, au Costa Rica, en Hongrie, en Thaïlande, en France et en Allemagne. C'est un gars qu'on pourrait dire qui voyage beaucoup. Il a soutenu des milliers d'élèves et d'enseignants en mathématiques, en sciences, technologie, études sociales, robotique et littératie. Dominique est juge en chef chaque année aux Olympiades mondiales de robotique et maître de cérémonie de l'Expo Science pan-canadienne. Depuis les 2 dernières années, il a animé de nombreux ateliers sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation pour le compte de Microsoft. Dominique est enseignant agréé de l'Ontario, formateur national accrédité Prime, formateur national accrédité Smarter Science, éducateur innovant certifié Microsoft, ambassadeur Knowledge Hook et formateur d'enseignants légaux. Dominique, il me reste juste à te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je te passe la parole. Bon atelier à tous. Ça me fait plaisir. Merci. Bienvenue à tous et à toutes. D'ailleurs, si la modélisation mathématique vous intéresse pendant l'atelier, suite à l'atelier, la PowerPoint qui apparaît présentement à l'écran, elle est disponible et Jean-Luc va vous mettre le lien là, dans le chat que vous pouvez télécharger. Vous pouvez en garder une copie. Je vous invite aussi à l'utiliser dans vos conseils scolaires tout en mentionnant évidemment d'où elle provient. Et puis, je pense que vous allez découvrir une attente. J'ai nommé l'atelier une attente qui se fait discrète. Parce que ce que j'ai remarqué
à travers les écoles, à voyager dans les écoles, c'est que plusieurs membres du personnel enseignant, plusieurs gens en éducation ne savent pas que la modélisation mathématique fait maintenant partie du programme dès la première année. La modélisation mathématique, c'est quelque chose qui existait dans les programmes, mais c'était seulement au cycle supérieur, donc à la fin du secondaire, et au collège et à l'université que les élèves en faisaient. Et maintenant, ça se retrouve imbriqué dans notre programme cadre de mathématiques. Dès la première, vous allez la trouver de la première jusqu'à la neuvième année. Donc, Jean-Luc m'a déjà présenté, je n'ai pas besoin de passer à travers cette diapositive, mais ce qu'on regarde comme résultat d'apprentissage suite à cet atelier, vous devriez bien comprendre le processus de modélisation mathématique, et j'insiste que c'est un processus, un peu comme on a des processus dans les autres matières, processus de lecture, le processus de résolution de problèmes technologiques, on a la démarche expérimentale, on a des processus dans les différents curriculums, et en mathématiques, ben, la modélisation est considérée comme un processus. Vous allez remarquer aussi que la modélisation comprend 4 composantes. Et vous allez remarquer que je ne les appelle pas les étapes. Et ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore, à chaque fois qu'on parle d'étapes, de revenir aux New Kids on the Block avec Step by Step, Ooh Baby. Mais dans la modélisation mathématique, euh, oui, on a comme 4 composantes qui deviennent des étapes, mais le processus est tellement itératif qu'il faut constamment revenir en arrière. Donc, on les considère plus comme des composantes que des étapes. On va regarder comment est-ce qu'on peut élaborer nous-mêmes des exemples de problèmes qu'on peut utiliser dans les salles de classe qui sont des modélisations mathématiques. Et ensuite, on va explorer le lien entre la modélisation mathématique et les autres domaines, c'est-à-dire les autres domaines du programme cadre de mathématiques, mais aussi avec les autres matières. Je présume que certains d'entre vous, vous n'êtes pas seulement conseiller ou conseillère pédagogique en mathématiques, vous travaillez peut-être en sciences, vous travaillez peut-être en histoire, géographie, études sociales, mais ces autres matières-là peuvent profiter de la modélisation mathématique. Comme je l'ai mentionné, dans le programme de la première à la huitième année, la modélisation mathématique, c'est considéré comme un processus. Donc, au départ, vous allez trouver tout le jus, la viande, le tofu euh, de ce concept-là. Ça va se retrouver dans la section des processus. Ça ne sera pas nécessairement très bien détaillé dans l'attente, mais ça va être très bien détaillé dans la section des processus. En neuvième année, ils ont décidé de l'inclure. L'information supplémentaire a été inclue dans l'attente et le contenu, mais en première à huitième année, vous allez devoir aller dans la section d'introduction où vous allez trouver des processus. Maintenant, si on regarde l'attente, l'attente, ça dit mettre en application le processus de modélisation mathématique pour représenter et analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi que pour faire des prédictions et fournir des renseignements à leur sujet. Et il y a des mots super importants dans cette attente-là. Premièrement, vie quotidienne. Quand on va faire de la modélisation mathématique, on n'est pas dans les problèmes inventés, qui ne sont pas réels, où on essaye de faire semblant que c'est la vie courante. On va vraiment travailler avec des vrais problèmes de la vie courante. Donc, on n'aura pas un enfant qui achète 200 000 cantaloupes, là, ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. On va vraiment aller chercher des problèmes qui touchent les enfants à notre école. Et aussi, mais vous voyez le mot prédiction. L'élève va être amené à faire des prédictions, va utiliser ses connaissances mathématiques pour essayer de prédire le futur. Et on va y revenir à ça. Donc ça, c'est l'attente que vous allez voir de première à huitième année. Et là, vous allez peut-être être vraiment surpris, mais si on va voir le contenu d'apprentissage, il n'y en a pas. Et habituellement, dans notre programme CRAD, on est toujours habitué qu'on a l'attente, puis qu'on a des contenus d'apprentissage qui se retrouvent en dessous. Ce n'est pas le cas pour la modélisation mathématique, c'est une attente toute seule. Et la raison pour ça, c'est que l'attente, elle va aller chercher les contenus d'apprentissage de tous les autres domaines. Quand tu vas faire de la modélisation mathématique, tu vas aller chercher du sens du nombre, du sens des opérations, peut-être un peu de géométrie, peut-être un peu de littératie financière, peut-être tu vas faire une collecte de données. Tu vas aller chercher les autres contenus d'apprentissage. C'est pourquoi la modélisation mathématique, comme telle, de première à huitième année, elle n'a pas d'attente. Donc, si vous regardez, ça, c'est en première année et ça, c'est en huitième année. Même attente, aucun contenu. Donc, ça veut dire que l'élève va utiliser cette attente-là, mais au niveau des contenus, ben, en première année, l'enfant va aller chercher des contenus de mathématiques de première année, des opérations de première année, de la mesure de première année, des collectes de données de première année, tandis que l'élève de huitième année va utiliser le même processus, mais évidemment va aller chercher des concepts un peu plus avancés
de 8e année. Et en 9e année, comme je vous disais, 9e année, je pense qu'ils ont décidé de changer un petit peu les choses. Ils nous ont inclus le processus d'écrit en dessous de la tente. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que en première année et à 8e année, ce qu'on a remarqué, c'est que les profs ne réalisent pas qu'on a l'attente ici, puis pouvoir tourner dans la mise en contexte, dans la zone d'introduction du programme, pour aller chercher l'information sur le processus. Donc, en 9e année, ils l'ont plugué directement en dessous, comme ça, vous avez l'information directement là. Une autre grosse différence, si vous travaillez avec des élèves ou des profs de première à 8 versus des profs de 9e année, en première à 8, l'attente, elle se retrouve dans le domaine de l'algèbre. Tandis qu'en 9e année, ils ont décidé de le mettre dans le domaine des données. Ça ne fait pas grande différence parce que sachez que c'est une attente c'est une attente très multidisciplinaire. Elle est multi-domaine, mais elle est aussi multidisciplinaire. On va aller chercher non seulement plusieurs domaines, mais souvent, il va falloir aller chercher plusieurs matières. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran un instant. Je vais vous partir un autre partage d'écran. Et cette fois-ci, on va aller fouiller un petit peu dans le programme CAD juste pour vous montrer. Quand je dis qu'elle est cachée, c'est qu'on oublie qu'elle est là. Donc là, disons que je viens en 2e année. L'avantage, c'est qu'on sait qu'elle va se retrouver partout. Et que je viens ici dans mes attentes et contenus. Bien, comme je vous ai dit, première à 8e année, elle va se retrouver dans Algèbre et c'est toujours la C4. Elle est ici, juste en dessous du codage. Puis le codage a fait, hey, on parle du codage, tout le monde en parlait. Très peu de gens parlaient de modélisation mathématique suite à la sortie du nouveau programme. Donc, elle se retrouve ici. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont mis pour être certain que les profs ne l'oublient pas. Là, ça dit pour en savoir plus sur le processus de modélisation mathématique. Et boum, ça va les amener. Vous voyez, ça load d'une autre page. Ça les amène dans la partie du programme CAD qui contient le processus de modélisation mathématique. Donc, ça, c'est le fameux gros processus, les 4 composantes. On va y revenir, on va travailler avec ces composantes-là, mais c'est ici que ça se retrouve. Si je viens dans le programme de 9e année, bien, dans le programme de 9e année, si je viens dans les attentes et les contenus, je vous ai dit que ça se retrouve dans Données, et c'est ici dans D2 que vous allez retrouver pour 9e année la modélisation mathématique. Le gros avantage, c'est que c'est le même processus de la première à la 9e. Donc, les élèves devraient devenir familiers avec ce processus-là à force de le revoir chaque année, juste avec une profondeur des concepts un peu plus avancée. Je vais vous mentionner aussi que si à mesure qu'on présente, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et Jean-Luc, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois plein de questions apparaître dans le chat. Je n'ai pas toujours la fenêtre du clavardage ouvert, donc ça serait super pratique. C'est beau, je vais être tes yeux. Parfait. Je veux aussi vous mentionner qu'un des changements qui a été fait après le lancement du curriculum, c'est le mot supposition. Vous allez peut-être voir, j'essaie de faire le ménage, mais j'ai encore des diapositives qui avaient des captures d'écran originales du curriculum. Il l'avait appelé hypothèse ici. Et sachez qu'hypothèse, c'est un concept en sciences qui est totalement différent des suppositions. Donc, dans la section numéro 2, je vous invite à regarder les documents qui existent peut-être sur la modélisation mathématique dans votre conseil. Assurez-vous qu'on remplace tout le mot hypothèse par supposition parce que c'est le mot qui est plus approprié pour parler de ce qu'on fait dans la composante numéro 2 que vraiment de parler d'hypothèse. Donc, J'ai une première question. J'ai une oui, première question. Je allez-y. ne sais pas si tu l'as vu tout de suite. Oui, vas-y. Elle en parler. Donc, Carole nous demande, te demande, donc, modélisation mathématique, c'est la même que résolution de problème. Ben, c'est de la résolution de problème, mais ce n'est pas nécessairement. On fait de la résolution de problème sans nécessairement faire de la modélisation mathématique, mais la modélisation mathématique est certainement une résolution de problème. Vous allez voir dans quelques instants à quel point c'est pas quelque chose de facile, la modélisation mathématique, mais je vais vous montrer comment l'approcher. On a quand même une bonne heure et 80 minutes ensemble. Je vais vous donner des stratégies d'animation pour animer une modélisation mathématique. Moi, j'en ai fait des tonnes. Beaucoup en Ontario, mais vous savez que je fais beaucoup de travail aussi au Congo, Kinshasa. Puis on suit le curriculum canadien et ontarien dans cette école. Donc, ça faisait partie d'un de mes travaux de mettre en œuvre la modélisation mathématique là-bas. Ceux qui sont du CSD-CO, vous savez qu'on en a fait aussi à Hawkesbury. Donc, je vais parler de ces exemples, des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné dans ces mises en œuvre dans les différents conseils aussi. Donc, comme je vous mentionnais, ça se retrouve dans le domaine de l'algèbre, en première à 8e année, mais on va chercher les autres domaines.
Donc, dans une modélisation mathématique, l'élève va peut-être avoir besoin de faire de la mesure, va peut-être avoir besoin de calculer l'air ou le périmètre ou le volume de quelque chose, va probablement, certainement avoir des opérations à faire, va probablement avoir à faire un petit sondage, collecte de données, analyser des données. Et évidemment, souvent, les modélisations mathématiques impliquent des données monétaires, faire des achats, des choses comme ça. Donc, on a facilement une intégration de la littératie financière. Et au niveau des apprentissages socio-émotionnels, étant donné que ce n'est pas facile de faire une modélisation mathématique, c'est là que l'élève peut vivre des frustrations, peut avoir de la difficulté à travailler avec des choses qui ont des données manquantes. Donc, on va travailler évidemment les apprentissages socio-émotionnels. Donc, c'est très, comme je disais, multi-domaine de faire de la modélisation mathématique. Si vous êtes en neuvième, la seule différence, prenez le domaine des données, mettez-les dans le milieu, puis ça devient le domaine où on a notre modélisation mathématique et tous les autres domaines sont impliqués. Vous allez voir vers la fin aussi, parfois je vais même impliquer le codage dans la modélisation mathématique. Donc, avant qu'on commence à parler de la modélisation mathématique d'enfants, ce que les enfants vont faire dans les salles de classe, on va regarder c'est quoi de la modélisation mathématique en tant qu'adulte. Puis je suis allé vous chercher des exemples réels pour que vous compreniez bien c'est quoi de la modélisation mathématique. Donc, vous recevez peut-être ces courriels. Moi, j'en reçois régulièrement d'Amazon, de Best Buy, de Walmart.com, qui dit, Dominique, tu serais peut-être intéressé par les objets suivants. Et ce courriel-là, il est très personnalisé. C'est une modélisation mathématique qui est derrière ça. Il y a un modèle mathématique qui mesure à quelle vitesse je vais sur le site d'Amazon. Où est-ce que je vais arrêter? Qu'est-ce que je vais cliquer? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Combien je vais en mettre? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais liker? Ça regarde tout ça et en utilisant un modèle mathématique, ça crée des courriels personnalisés pour chacun des clients. Il y a une modélisation mathématique derrière ça. Jean-Luc a mentionné que je suis un grand voyageur. Les horaires d'avion, il y a une modélisation mathématique. Il y a une modélisation mathématique pour savoir combien de vols ils vont offrir, vers quelle destination, à quelle heure. Parce que les compagnies aériennes veulent s'assurer que leurs vols sont pleins, veulent s'assurer que les passagers se déplacent facilement. Donc, par exemple, il y a une raison qu'il y a des vols Montréal-Toronto chaque demi-heure, mais des vols Vancouver-Prince-Georges, il y en a peut-être juste 2, 3 par jour. La modélisation mathématique permet de gérer ça. Et évidemment, ben, parfois, la modélisation ne marche pas. On a eu une grande pandémie en 2020-2021. Ça a totalement brisé le modèle. Mais habituellement, les compagnies, les gens qui font des modèles mathématiques, essaient de faire un modèle mathématique qui peut s'adapter. Hein? Si, par exemple, dans un tel village, il y a une grosse compétition sportive, il y a une surdemande de vol, ben, ils vont modifier, ils vont adapter le modèle pour en tenir compte. La vente des sièges dans un avion, hein, vous savez qu'ils font de la survente, ben, il y a un modèle mathématique qui lui dit quel, quel vol peut être mis en survente et quel est le pourcentage. Est-ce qu'on peut vendre 105 des sièges, 110 des sièges? Il y a un modèle mathématique derrière ça, comme par exemple les vols Toronto-Orlando. C'est rare qu'une famille va annuler son voyage. Hein? Ils partent en voyage pour aller voir Disney, donc ils vont faire moins de survente sur un vol comme ceci. Mais les vols Toronto-Montréal, c'est souvent des gens d'affaires qui ont des annulations dans leur rendez-vous, ce genre de choses-là. Donc, le modèle prévoit qu'ils peuvent faire plus de survente sur certains vols que d'autres. Si vous utilisez TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, vous avez toujours un Made for You ou un For You page ou des recommandations suggérées de vidéos. Il y a un modèle mathématique qui regarde qu'est-ce que vous écoutez, combien de fois, qu'est-ce que vous skippez, qu'est-ce que vous mettez un petit crochet ou un petit cœur ou un petit pouce vers le haut. Et ça regarde tout ça et ça vous crée des listes de lecture personnalisées. Pendant la pandémie, il y avait un modèle mathématique qui permettait d'aider les gouvernements à décider quand est-ce qu'on mettait les masques obligatoires, quand est-ce qu'on les enlevait, quand est-ce qu'on créait des lockdowns. Euh, Toutes ces choses-là, il y avait un modèle mathématique qui était basé sur la transmission du virus et il prenait des décisions suite à ça. Puis le modèle n'était pas seulement au niveau des infections, mais il était aussi au niveau, ça incluait des économistes, des psychologues, des pédagogues et tout ça, pour s'assurer qu'on avait tous les points de vue pour gérer le modèle mathématique. Les amendes sur l'autoroute, il y a un modèle mathématique. Tu sais, si l'amende était seulement de 5 j'en ferais de la vitesse. Il y a un modèle mathématique qui gère les amendes pour s'assurer que le montant est suffisant pour changer le comportement. Et ça, il y a des essais, il y a des modèles, et ensuite, c'est utilisé. Par exemple, nous, ici à Belleville, où j'habite,
l'amende pour le stationnement est seulement de 4 $. Moi, je ne paye jamais mon stationnement. Essayez de trouver une machine, ça pour payer 4 piastres. Quand je me fais attraper peut-être 2 fois par année, ça ne vaut pas la peine. Donc, le modèle mathématique n'est pas très bon ici. Ils n'ont pas prévu le modèle mathématique. Le montant n'est pas suffisant pour décourager le comportement de ne pas payer. Il y a beaucoup dans des pays ce qu'on appelle les taxes du péché. Les sin tax, ce n'est pas tout à fait des taxes du péché, c'est des taxes qui essaient de réduire la consommation. Taxe sur le tabac, taxe sur les boissons gazeuses, taxe sur les boissons alcoolisées, taxe sur le pétrole. Dans tous les cas, l'objectif est de réduire la consommation. Et il y a des mathématiciens qui déterminent les montants où ça va changer le comportement, où les gens vont consommer moins de pétrole, d'alcool, de cannabis, de boissons sucrées, suite à l'ajout de cette taxe. Mais évidemment, le montant ne doit pas être trop élevé ou ça encouragerait la contrebande. Donc, il y a vraiment des modèles mathématiques qui gèrent tout ça. D'ailleurs, récemment, avec la nouvelle annonce de couper la TPS pendant 2 mois, il y avait un modèle mathématique qui a mesuré combien ça coûterait au gouvernement pour faire cette décision. Il y a un modèle mathématique qui gère les camions FedEx Purolator pour s'assurer qu'ils utilisent la meilleure route pour livrer le plus grand nombre de colis dans une journée, dans un temps qui est restreint. Il y a un modèle mathématique qui est utilisé par les chefs pour s'assurer qu'ils vont commander suffisamment d'ingrédients pour la semaine. Hein? Combien de têtes de laitue, combien de poitrines de poulet est-ce qu'on va commander? Et ça, c'est basé sur le menu, évidemment, qu'ils ont, mais aussi basé sur les habitudes de consommation. Ils savent quel élément sur le menu est commandé et en quelle quantité, et ça leur aide à faire les commandes. Le but du modèle mathématique est de s'assurer qu'on ne commande pas trop, pour ne pas avoir de déchets, pas avoir de gaspillage, mais qu'on commande assez aussi pour être capable de livrer la marchandise aux clients qui veulent les repas. Donc, il y a vraiment un modèle mathématique qui a été développé. Puis évidemment, il y a des choses qui vont changer. Dans le modèle mathématique, on inclut peut-être le temps des fêtes, où on sait que ça va être plus achalandé. Il y a peut-être des semaines qui stagnent à tous les années où c'est moins achalandé. Donc, il y a un modèle mathématique qui gère ça. Si vous avez acheté une maison d'un constructeur, souvent, ils vont vous dire, ah, tu veux telle maison, tant de pieds carrés, tel niveau de luxe, 800 000 pièces dans tel quartier. Ils sont capables de te donner un estimé rapide. Il y a un modèle mathématique qui gère ça, qui leur permet de vous donner un prix aussi rapidement. Il y a même un modèle mathématique qui gère les bibliothèques municipales. Combien de livres ils vont commander, en quelle quantité, quels livres sont les plus lus, quels livres sont les moins lus. Donc, vous voyez qu'ils ont besoin d'un modèle mathématique pour s'assurer de faire les bons choix. Et il y a des modèles mathématiques qui gèrent nos autoroutes aussi. Combien de voies on va ajouter? Il y a certaines régions où la voie du milieu, le matin, c'est vers l'est, l'après-midi, c'est vers l'ouest. Et il y a un modèle mathématique qui gère et qui détermine l'achalandage et qui permet de mieux gérer les autoroutes. Évidemment, dans la région de Whitby, moi, chaque soir, je reste toujours pris là. Le modèle mathématique, je peux vous le garantir, il ne fonctionne pas là-bas. Et Jack's Whitby, là, quand ça devient plus mince, là, il y a toujours un blocus à cet endroit. Donc, je pense qu'il devrait retravailler le modèle mathématique à cet endroit. Donc, comme vous voyez, ça, c'était des exemples d'adultes de modélisation mathématique. Et il y a des experts et des expertes qui travaillent à ces modèles. D'ailleurs, mon frère travaille au ministère des Finances et c'est une des choses qu'il fait. Il est économiste en chef au ministère des Finances et constamment, les gouvernements, les différents partis vont amener des projets et lui va déterminer les coûts basés sur les comportements des gens aussi, parce que ce n'est pas juste déterminer le coût. Tu sais, le fait qu'on enlève la TPS, combien de gens, pendant 2 mois, combien de gens vont faire des achats de plus? Il doit déterminer, par exemple, le coût que ça va coûter au gouvernement pour être capable de faire une mesure de cette façon. Donc, comme vous voyez, la modélisation mathématique, c'est un processus très interconnecté. C'est très itératif aussi. Le modèle, tu as peut-être un modèle aujourd'hui, mais il ne s'appliquera peut-être pas l'an prochain ou dans 2 ans. Il va falloir que tu le modifies. Puis tantôt, il y en a qui parlaient du processus de résolution de problèmes, comme par exemple quand on fait la démarche, le processus de design en sciences et technologies. Constamment, on va peaufiner, on va améliorer notre modèle pour mieux répondre aux besoins des personnes pour qui on fait une invention. Même chose en maths. Quand on fait un modèle mathématique, il faut constamment le modifier, le peaufiner, le tweaker pour que le modèle s'adapte à la réalité. Et quand on fait un modèle comme ça, vous avez vu, je vous avais parlé du mot prédiction. Dans ce qu'on vient de voir, il y a des prédictions. Amazon prédit ce que tu vas acheter. Le chef
prédit quelles vont être les commandes qui vont exister cette semaine. Le constructeur de maison prédit le coût que ça va lui coûter pour construire la maison. Le gouvernement prédit comment une taxe va changer le comportement des gens en ajoutant des taxes sur les produits où on veut réduire la consommation. Donc, il y a toute l'idée de prédiction. Et ça, c'est vraiment cool quand vos élèves vont réaliser, wow, quand on fait des maths, ça nous permet de faire des prédictions. Et ça, c'est probablement ma diapositive préférée. S'il y en a une où vous voulez la prendre en photo, la mettre sur Instagram, hashtag TAC2425, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, c'est celle-ci. La modélisation mathématique nous permet d'analyser le passé pour comprendre le présent et prédire l'avenir. Et ça, c'est puissant comme message. Le chef regarde toutes les commandes du passé pour analyser ses commandes de cette semaine pour s'assurer qu'il livre des repas aux clients et va prédire l'avenir. Qu'est-ce que je vais commander la semaine prochaine, dans 2 semaines? On s'approche du temps des fêtes. Comment ça va changer mes commandes? Air Canada analyse les déplacements des passagers des dernières années pour comprendre les vols de cette semaine et prédire quels vols ils vont offrir à l'avenir, disons, dans les 12 prochains mois. Et c'est pour ça qu'ils ajoutent des liaisons, ils en enlèvent. C'est basé sur leur modèle mathématique. Donc, cette diapositive-là, moi, je la présente souvent aux enfants, dire, hey, on va aller voir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui et prédire ce qui va se produire l'an prochain. Ce qu'on veut éviter quand on fait de la modélisation mathématique, c'est des petits problèmes niaiseux comme celui qu'on voit à l'écran. Sophie a 14 ans. Elle veut s'acheter une bicyclette coûtant 100 $. Elle économise 10 $ par semaine. Dans combien de semaines pourra-t-elle s'acheter la bicyclette? Y a-t-il de quoi de plus plate que ça? On essaye de faire semblant que c'est de la vie courante. On donne une donnée inutile. On donne 2 données essentielles pour une question. L'élève ne fait pas vraiment de la résolution de problème. Ici, il ne se pose pas vraiment de questions. Il fait tout simplement trouver quel algorithme permet de résoudre et de répondre à cette question. Dans la vraie vie, si tu veux t'acheter une bicyclette, il n'y a personne qui va te dire le coût de la bicyclette. Il va falloir que tu ailles le chercher. Il va falloir que tu ailles chez Canadian Tire ou chez Sport Check, tout ça. Allez voir les bicyclettes. Combien est-ce qu'ils coûtent? Puis là, tu vas réaliser qu'il existe plusieurs modèles, là, lequel tu veux vraiment qui répond à tes besoins. Combien tu peux économiser par semaine? Bien, ça va être basé sur ton allocation, le petit travail que tu fais. Tu sais, ça ne t'est pas dit, ces données-là. Donc, quand on fait de la modélisation mathématique, volontairement, puis n'ayez pas peur en tant que CP ou en tant que prof, de faire des problèmes mal définis. Là, vous allez me dire, oui, mais mon oncle Dominique, ça n'a pas de bon sens, on aime ça la perfection. Non, non, non. Il faut que le problème il soit volontairement mal défini. On ne veut pas donner ces informations-là à l'enfant, il faut que l'enfant les trouve. Mal défini, c'est correct. On veut un problème flou. L'enfant regarde ça la première fois, puis il se dit, tabarouette, que ce que je vais faire avec ça, c'est la réaction qu'on veut. On veut que l'enfant dise, il manque bien de l'information. On veut un problème désordonné. Je sais qu'en tant que prof, on aime ça tout organiser, des beaux petits dessins faits à l'élève, on surligne les données essentielles, la donnée inutile avec du crayon feutre. Non, non, non. Ici, là, il faut que ce soit un mess. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un problème désordonné. Et votre problème doit avoir des manques d'informations. Donnez pas toute l'information aux élèves. Si l'élève va s'acheter une bicyclette, il va falloir qu'il aille trouver combien est-ce qui coûte les bicyclettes, qui se démêlent dans tous les modèles qui existent. Parce que dans la vraie vie, il n'y a aucun problème qui est comme ça. Si vous rénovez une chambre dans votre sous-sol, là, il n'y a personne qui vous dit Jean-Luc, tu veux rénover une chambre dans ton sous-sol. La chambre mesure 10 pieds sur 14 pieds. Tu veux installer de la moulure sur le plancher. La moulure coûte 20 sous du pied linéaire et la peinture que tu mettras sur ta moulure coûte, je ne sais pas, 5 $ du litre et blablabla. Il n'y a personne qui te dit ça. Tu veux finir une chambre dans ton sous-sol, tu vas aller te démêler, tu vas mesurer dans ton sous-sol, tu vas t'en aller chez Home Depot, chez Rona, tu vas aller trouver l'information. Donc, c'est pour ça que ça prend des problèmes mal définis, flous, désordonnés, qui ont des manques d'informations, mais aussi des surplus d'informations. Et ça, c'est tellement riche. Tu sais, tu organises un midi pizza à l'école, là. Il y a un surplus d'informations. Y en a-tu des choix de pizza quand tu vas sur le site web de Pizza Hut ou Pizza Pizza ou Domino's? Il y en a du choix, là.
Hein, des pizzas carrées, pizzas circulaires, small, medium, large, extra large. Là, tu as des nombres de pointes. Avec tant de garnitures, ça coûte ci. Là, tu as un deal si tu en achètes deux. Medium, avec tant de garnitures, bouffe, tel deal. Il y a un surplus d'informations. Et on veut que l'élève gère le surplus d'informations. Donc, ça fait des problèmes riches dans lesquels l'élève va devoir faire des suppositions. Par exemple, si on organise un midi pizza, l'élève va dire, ben moi, je fais une supposition ici. Je prends pour acquis qu'on va avoir 5 des gens qui vont venir qui ont besoin de la pizza sans gluten. Je suppose que 20 des gens qui vont venir ont besoin de la pizza végétarienne. Je prédis qu'on va avoir 10 de nos gens qui ont besoin de la pizza halal. Je viens faire des suppositions. Hein? Et ça doit être basé, pas inventé, mais ça doit être basé sur des collectes de données, ça doit être basé sur de l'information. Vous voyez que l'élève, ici, il y a un manque d'information. Il fait un dîner pizza, il a besoin d'aller chercher de l'information. Ça va inclure beaucoup de variables aussi. Et dans tous les exemples que je vous ai donnés, il y avait beaucoup de variables, parce que l'élève devait tenir compte de plusieurs facteurs. Ça va inclure, comme j'ai dit, un manque d'information. L'élève va dire, ben, pour résoudre le problème, j'ai besoin d'aller chercher telle et telle et telle information. Et ce n'est pas vous qui la donnez. C'est l'élève qui doit partir à la recherche d'informations. Et l'élève doit aussi vivre le surplus d'informations, c'est-à-dire qu'il doit trier l'information supplémentaire qu'il reçoit. Donc, on va regarder un premier exemple, puis après ça, je vais prendre des questions, voir s'il y en a dans le chat. Une des modélisations mathématiques, vous savez que je suis un fan des Legos, Jean-Luc l'a mentionné au début. Les Legos, j'adore ça. Et une des tâches que je donne souvent aux élèves, parce qu'on en a souvent dans les salles de classe, trouve-moi un moyen d'organiser la collection de Legos dans la salle de classe. Ben là, il y a un manque d'informations. Ben, monsieur, combien de Legos? Combien de Legos qu'il y a? Il y a un surplus d'informations, là. Il y en a des sortes de Legos, là, différentes longueurs, il y a des bonhommes, il y a différentes largeurs, différentes couleurs, différentes formes. Ouf, il y a beaucoup d'informations. Je dois faire des suppositions aussi. Je suppose qu'on n'organise pas les Legos par ensemble parce que ici, c'est des Legos en vrac. Je suppose qu'on organise les Legos pour que ce soit facile d'accès. Je suppose qu'on organise les Legos seulement de notre salle de classe et pas de toute l'école. Donc, l'élève doit faire des suppositions comme ça. Vous voyez, c'est un problème flou. Organise les Legos. Et pour vous, en tant que prof, c'est facile. C'est facile de choisir une modélisation. Cette partie-là est facile. Hein? On organise les Legos. C'est de guider les élèves sans trop leur donner tous les détails, de les laisser se questionner. Puis dans quelques instants, on va regarder les techniques d'animation qu'on utilise lorsqu'on fait de la modélisation avec les enfants. Jean-Luc, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le chat à mesure qu'on avançait? Pas depuis la dernière. Parfait. Sachez aussi qu'on va en faire une ensemble, une modélisation tout à l'heure. Donc, préparez-vous à vos claviers tout à l'heure parce qu'on va en faire une et je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un enfant. Donc, si on vient voir une deuxième modélisation, ça, c'en est une que j'adore faire dans les écoles. La raison, c'est que ça ne coûte pas cher. Habituellement, les directions sont on board. Je dis, OK, souper spaghetti, tu sais, ça ne coûte pas trop cher à l'école. On peut probablement rentrer dans notre argent si on charge aux gens pour venir au souper spaghetti. Ce n'est pas trop d'organisation et ça passe. Quand je vous dis la vie réelle, là, ben, le souper spaghetti, il faut l'organiser. Là. On ne fait pas juste faire des calculs pour ne pas le faire, le souper spaghetti. Là. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être de regarder dans votre année scolaire. Souvent, je fais la formation aussi aux directions d'école pour ça, de trouver quels sont les événements qu'on fait peut-être déjà. Peut-être qu'on a un voyage de fin d'année avec les sixièmes années. Peut-être qu'on a un tournoi de volleyball qui a lieu à notre école. Hein, puis on s'occupe de la cantine. Peut-être qu'on organise un souper, un barbecue de la rentrée à l'école. Bien, tous ces événements-là, au lieu que ce soit vous, et les profs qui organisent ça, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça dans les mains des élèves pour qu'ils fassent une vraie modélisation mathématique? Ça devient réel. Donc, une modélisation mathématique comme le souper spaghetti. Les élèves se posent plein de questions quand on fait ça. Ben, monsieur, le souper spaghetti, qui est-ce qu'on invite? C'est-tu juste les élèves d'école? On invite-tu les parents? On invite-tu la communauté? Combien de spaghettis ça mange quelqu'un? Est-ce qu'on a des portions différentes pour les enfants, pour les ados, pour les adultes? Faut-il avoir différents types de sauces? Faut-il avoir des pâtes sans gluten? De la sauce avec viande, de la sauce pas de viande?
Est-ce qu'il faut avoir de la viande halal, la viande cachère? Est-ce qu'on va donner du parmesan? Est-ce qu'on va avoir différents types de nouilles? Euh, Ça peut même aller plus loin, là. Est-ce qu'on peut utiliser la cuisine de la cafétéria de l'école? Est-ce qu'il faut utiliser la cuisine du salon du personnel? Combien ça prend de temps à cuire des nouilles? Est-ce qu'on va les pré-cuire d'avance, puis on va juste les réchauffer? Est-ce qu'il faut organiser les tables? Là, on arrive dans l'air, là. Hein? L'air de la surface, là. Disons qu'on fait ça dans la grande salle de l'école ou dans la, la salle à manger de l'école. Est-ce qu'on va organiser les tables? Peut-être qu'on va faire deux services, hein? Peut-être un à 15 heures puis un à 16 heures parce qu'on n'a pas assez de place pour tout le monde en même temps. Est-ce qu'on va avoir des activités, de la musique? Est-ce qu'il va falloir jouer de la musique? Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Et vous voyez que volontairement, moi, la tâche que j'ai dit aux élèves, c'est vous êtes en charge d'organiser le souper spaghetti. That's it. Monsieur, faut-tu faire du profit? On va-tu charger aux gens? Est-ce qu'ils vont payer d'avance? Est-ce qu'ils ont fait un sondage pour savoir d'avance s'ils vont venir ou est-ce que c'est l'inconnu? Tu sais, il y en a de la richesse là-dedans. Là. Puis il y en a plusieurs qui disent ça, c'est pas de la maths. La maths, c'est de calculer combien de grammes de spaghetti ça va prendre si on a 250 personnes qui viennent. Oui, c'est vrai que c'est bon, ça. Mais d'être capable de débroussailler un problème, c'est autant de la maths que de faire les calculs. De se poser les bonnes questions pour être capable de résoudre le problème, c'est aussi important que de faire l'arithmétique qui te permet d'arriver à la réponse. Puis oui, à un moment donné, l'élève va être en train de calculer le nombre de grammes ou le nombre de paquets de spaghettis, puis il va déterminer le coût de chaque paquet. Il va peut-être comparer No Frills versus Loblaws versus Metro versus Costco pour essayer de trouver le meilleur rabais. Et c'est bon, ça, il vient faire de la littératie financière. Il va en faire de la maths, mais d'être capable de débroussailler le problème, tout aussi important. Une des choses qu'il faut faire super attention, c'est de ne pas mélanger la modélisation mathématique et ce que certains appellent un modèle mathématique. C'est pas vraiment un modèle mathématique. Comme tu sais, moi, j'ai cherché Math Models sur Pinterest, parce que Pinterest, c'est là que tous les profs vont chercher leurs idées. Et regardez qu'est-ce que ça m'a donné. Ça me donne des choses comme des blocs formes, des petites représentations pour montrer les nombres. C'est pas la même chose. Donc, souvent, quand le programme de modélisation mathématique, ça a été ajouté au curriculum, il y en a qui me disaient oui, oui, moi j'en fais de la modélisation mathématique. Mes élèves utilisent des réglettes, puis ils utilisent des blocs mosaïques, puis ils utilisent des blocs de base 10 et tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas de la modélisation mathématique. Ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une représentation. Et il y en a qui appellent ça à tort un modèle, là, mais c'est vraiment de la représentation d'un concept. Je représente les valeurs de position avec des blocs de base 10. Je représente des fractions avec des blocs mosaïques. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre la modélisation mathématique et une représentation. Ce n'est pas parce qu'on utilise du matériel de manipulation qu'on fait de la modélisation mathématique. La modélisation mathématique, c'est ce grand processus-là dans lequel l'élève vit avec des problèmes flous, mal formulés et doit débroussailler l'information. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, là, j'ai différentes représentations de la fraction 2 et demi, 2 et 1 demi, mais ce n'est pas de la modélisation mathématique. Donc, on va regarder un problème de modélisation mathématique. C'en est un que j'ai fait avec quelques écoles, ça. Il y a toujours des compétitions de pistes de pelouse dans les écoles et on a mis les élèves en charge de la cantine pour le tournoi de pistes et pelouses. Vous pouvez vous imaginer que là, les élèves ont bien des questions. Donc, si on regarde le processus, et ça, c'est tiré directement du curriculum, désolé, il y a encore une des fois ici où on voit le mot hypothèse, c'est supposition à la composante numéro 2. Donc, si on regarde les différentes composantes, quand l'élève fait une modélisation mathématique, je viens de lui dire, tu es en charge de la cantine pour le tournoi de piste et pelouse. Première composante, l'élève doit se faire une idée du problème. Donc, c'est là qu'il va se poser des milliers de questions. Et les questions, on n'est pas encore en train de nécessairement trouver des réponses, mais c'est là qu'on pose les questions. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être capable de résoudre ce problème-là? Quel renseignement nécessaire que le prof ne m'a pas donné parce que le prof m'a donné une tâche floue que j'ai besoin? Donc, l'élève va partir à la recherche d'informations ici. Ensuite, dans la deuxième idée, c'est là que l'élève va commencer à organiser le problème.
C'est là que l'élève va commencer à faire ce qu'on appelle des suppositions. Parce qu'on ne peut pas dire que tout est variable. Il faut commencer à prendre des décisions, à faire des suppositions, à décider qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui ne changera pas. On va vraiment définir mieux la situation ici. La troisième composante, c'est là qu'il y en a qui vont dire, c'est là qu'il y a la maths. Mais selon moi, la maths est partout, là. Mais bien des gens disent, ah, c'est à la composante 3 qui fait de la maths, là. Parce qu'à la composante 3, l'élève doit mathématiser la situation. Il doit trouver des algorithmes, il doit trouver des opérations, il doit trouver des équations, commencer à utiliser des variables pour représenter la situation. Par exemple, un exemple de mathématiser la situation, si on prend le souper spaghetti, ben, pour chaque 10 personnes qui vont venir, j'ai besoin d'un paquet de spaghetti. Pour 10 personnes, un paquet de spaghetti, ça, c'est de mathématiser la situation. Évidemment, plus ils sont vieux, c'est comme quand ils arrivent en 7e, 8e, 9e année, là, on s'attend qu'ils vont utiliser des variables, qu'ils vont utiliser des équations, tandis que les tout petits vont plutôt dire des choses comme ah, un pot de jus va me permettre de donner du jus à 5 personnes. Et comment est-ce que l'élève va le faire? Bien, ayez pas peur qu'ils sortent les verres de jus puis qu'ils versent les verres, tu sais, qu'ils prennent le pot de jus puis ils disent OK, avec un pot de jus, je suis capable de faire 5 personnes. OK, on a 40 personnes qui viennent à notre pique-nique. Combien je vais avoir besoin? Mais n'oubliez pas que ça ne doit pas être un problème. Je ne voudrais pas voir quelque chose comme tu organises un pique-nique, tu dois donner du jus. Le jus vient en contenant de 1 litre. Tu as des verres qui mesurent tant de millilitres. Combien de verres, combien de gens peux-tu nourrir avec, rafraîchir avec un pot de jus? Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être juste organiser un pique-nique. C'est l'élève qui va déterminer qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Et parfois, ils vont faire des erreurs. C'est arrivé que j'ai des élèves qui ont organisé un événement puis ils m'ont dit, Monsieur, on a manqué de jus. Et c'est correct, c'est correct. Il faut qu'ils vivent ces erreurs-là pour se dire comment est-ce qu'on pourrait changer notre modèle mathématique. Et c'est là que la quatrième composante entre en jeu, où ce que l'élève analyse son modèle. Est-ce que le modèle a bien fonctionné? Est-ce qu'il y avait des choses où on a des endroits où le modèle n'a pas répondu aux besoins? Hein? Peut-être qu'on a manqué de poubelles ou des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Au CSD-CO, à l'école d'Hawkesbury, ils ont fait le bal du temps des fêtes et ils ont fait de la modélisation mathématique. Et une des choses qu'ils essayaient de prévoir, c'est on était encore en pandémie, fait qu'ils organisaient le bal du temps des fêtes, et ils ont réalisé que ben, le Purel, ils avaient essayé de calculer combien de coups de pompe chaque personne faisait quand il se mettait du Purel, et combien de fois dans le party, il y aurait besoin de se mettre du Purel. Et ils sont restés avec plein de bouteilles de Purel à la fin, ils en ont beaucoup trop acheté. Ben, là, c'est là qu'on va retourner voir nos calculs. Où est-ce qu'on a fait une erreur? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas utilisé autant de Purel qu'on avait prévu? Fait que vous voyez que ça devient très réel. Évidemment, en tant que prof aussi, vous pouvez intervenir si vous voyez qu'il y a des erreurs majeures, comme par exemple, s'ils sont en train d'organiser la sortie de 6e année, le voyage de fin d'année, puis vous voyez, c'est clair qu'ils n'auront pas assez d'autobus pour tous les jeunes qui sont censés aller au voyage, bien, attendez pas le matin même pour le faire réaliser, là. Parfois, si ça cause des problèmes majeurs, ben, c'est important de les guider. Mais le plus possible, essayez de rester hands-off. Si c'est des petites erreurs qui vont amener des situations cocasses, mais pas critiques, je vous invite à les laisser vivre l'erreur pour qu'ils réalisent. Donc, ça, c'est vraiment le processus au complet. Et comme je vous disais, on revient souvent en arrière. Souvent, quand on est en train de mathématiser, on réalise, oh, il me manque des données. Il faut retourner en arrière. C'est correct de retourner en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on a les flèches qui sont bidirectionnelles entre chacune des étapes. Donc, je vous invite à participer activement. Jean-Luc, je vais t'inviter à garder le chat. On a une situation ici, je vous l'ai dit, j'avais parlé de celle-là. On organise la cantine pour Piste et Pelouse à notre école. Pouvez-vous, dans le chat, me dire quelles sont les questions qu'on se pose? Imaginez que vous êtes un enfant, là, puis le prof vient de vous dire ça. Quelles sont les questions que vous vous posez à ce moment-ci pour être capable de résoudre ce problème-là? Je vais aller moi aussi voir le chat. Soyez super actifs, n'ayez pas peur d'écrire des questions. Excellent.
Qu'est-ce qu'on sert? Combien d'élèves? Combien de spectateurs? Excellent. Vous voyez que poser les questions, je trouve que les élèves, je l'ai fait même en première année, c'est pas long qu'ils posent des questions. Les enfants sont à l'âge où c'est des machines à poser des questions. Hein. Donc, c'est pas long qu'ils posent plein de questions. Si vous allez chercher quelque chose qui les touche aussi, qui les intéresse beaucoup, comme organiser le voyage de fin d'année, il y a encore plus de questions. Là. Hey, monsieur, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va utiliser l'autobus? Est-ce qu'on va prendre l'avion? Quel est le budget? Tu sais, ce genre de questions-là. Donc, je vois toutes les questions qui sont en train d'apparaître et vous voyez que je suis subjugué par la quintessence de votre perspicacité. Ça sort. Des questions que je vois d'élèves. Monsieur, faut-tu suivre la politique santé comme à la cafétéria? Ou est-ce qu'on peut servir du junk food? Euh, Va-tu avoir une station pour remplir des bouteilles d'eau ou est-ce qu'on vend des bouteilles d'eau? Est-ce qu'on vend du Gatorade? Est-ce qu'on a le droit de vendre du Red Bull, monsieur? Tu sais, il y a plein de questions qui embarquent là. Et c'est là que souvent, moi je ne dis pas réponse, ben, pour la politique santé, il faut que tu ailles vérifier avec la direction. Je veux qu'ils se responsabilisent d'aller chercher l'information. Ben, monsieur, est-ce que nous autres, on est à Belleville, il n'y a pas de Costco. On va-tu avoir un moyen de se rendre à Kingston au Costco pour avoir des choses moins chères? Ou on va être pris avec le métro ou le Loblaws de Belleville? Tu sais? Des questions que tu veux qu'ils se posent, là. Monsieur, on va-tu avoir des glacières? Il va-tu avoir un frigidaire? Combien de glacières est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on fait de la nourriture chaude ou juste de la nourriture froide? On va-tu avoir accès à des barbecues ou est-ce qu'on offre des repas ou juste des collations? Hein? Est-ce qu'on nourrit juste les jeunes qui participent à la compétition ou est-ce qu'on nourrit aussi les spectateurs? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mentionné les spectateurs. Là, t'sais. Vous voyez que les questions sortent. À ce moment-ci, dans la composante numéro 1, ce n'est pas le temps de répondre aux questions. On veut sortir des questions. Pour bien savoir vers où on se dirige, ça nous prend toutes ces questions-là. Est-ce que c'est ça? Quel est notre budget? Est-ce que notre but, c'est de rentrer dans notre argent ou de faire des profits? Hein? Souvent, c'est ça qu'on va me demander aussi. Est-ce que la direction fournit quelque chose? Euh, de nos jours, monsieur, on va-tu accepter Apple Pay? Hein? Ou est-ce que ça va être du cash? T'sais? Les jeunes se posent ces questions-là et c'est cool qu'ils se posent ces questions-là. Euh, et tu sais, il y a des jeunes qui disent ah, moi j'ai appris, mes parents ont une petite entreprise puis ils utilisent Square. On pourrait essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser Square pour prendre des paiements pour vendre plus parce que ça va être plus facile que les gens aient le cash. C'est toutes ces choses-là, là, c'est cool qu'ils voient ça. Faut-tu charger la taxe, ce genre de choses-là? Je vais vous dire, souvent, quand je fais le midi pizza, il y a bien des élèves qui oublient la taxe et le pourboire pour le livreur. Fait que à la fin de la modélisation, ils réalisent qu'ils ont manqué d'argent parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de ça. D'ailleurs, si vous faites des midi pizza à votre école, arrêtez de les organiser vous-même. Laissez les élèves. Par exemple, moi, une des choses que j'organisais chaque année à mon école, Jean-Luc l'a mentionné dans ma biographie, mais j'organisais l'exposition scolaire de notre école. Il fallait que je fasse l'horaire des juges. L'horaire des juges tient en tenant compte de combien de temps durait une entrevue, combien de temps les juges avaient besoin entre les visites de chacun des projets pour jaser, combien de juges par projet, combien d'entrevues. Ben, au lieu de faire les horaires moi-même puis me casser la tête, là, ça devient une modélisation mathématique. Imaginez, on a l'impression que les élèves ne font pas de la maths, là, mais ils en font des calculs pour savoir combien de juges ça va prendre, puis OK, tant de minutes, puis il y a tant de projets, puis ci, puis ça. Ils vont en faire des opérations, là, dans la partie mathématisation, dans la troisième composante. OK. Fait que ça, c'est la première composante. Moi, je sais qu'elle n'est pas officiellement dans le curriculum, mais j'ai ajouté une composante 1A, c'est-à-dire comme une deuxième partie à la première composante. Un coup que mes élèves ont sorti leurs questions, je leur demande de reformuler les questions. Parce que souvent, les élèves vont poser des questions de type oui ou non. Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on suit la politique santé? Ils vont demander, est-ce que les parents viennent? Des questions de type est-ce que ça ne nous amène pas des valeurs numériques? Ça ne nous amène pas des nombres. Et l'objectif d'une modélisation mathématique, c'est ultimement d'avoir des noms. Donc, tu sais, au lieu de demander est-ce qu'on va avoir des barbecues, on reformule. Combien de barbecues on va avoir accès? Ça peut être 0, comme ça pourrait être 1, 2 ou 3. Au lieu de demander est-ce qu'il y a un budget, quel est le budget? Quelle est la grandeur du budget? Au lieu de demander est-ce que les parents viennent, combien de parents on prévoit accueillir? Donc,
moi, dans la première partie, là, quand on fait, si je reviens à la diapositive précédente, je ne force pas les élèves, je veux vraiment les laisser libres pour pas qu'ils aient peur de poser des questions. Donc, j'impose pas une reformulation de questions à ce moment-là. Je les laisse sortir tout ce qui sort de leur tête. Et ensuite, j'ai dit, hey, on a toutes ces belles questions-là. Là, maintenant, on va essayer de les rendre quantitatives. Ceux qui enseignent sciences, vous connaissez la différence entre qualitatif et quantitatif. Donc, on prend nos questions et on essaie de les reformuler pour qu'elles deviennent quantitatives. Et ça, tout ça, moi, je le fais avec des post-it. Ce qu'on appelle en bon français des papillons adhésifs amovibles. Donc, on utilise des post-it. Et les élèves, tu sais, le tableau se remplit vite, là. Imaginez en salle de classe. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser une application virtuelle de post-it. Comme moi, j'utilise beaucoup Microsoft Whiteboard quand je suis dans une école. Là, je voulais l'utiliser aujourd'hui. Je ne peux pas parce que vous êtes tous d'organisations différentes, de conseils différents, puis Microsoft Whiteboard, ça fonctionne quand tu es dans un conseil avec les gens de ton conseil. Ça prend des adresses courriels là, qui ont la même, qui viennent du même nom de domaine. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas l'utiliser, mais je peux quand même vous montrer comment est-ce que je le fais avec les enfants. Ou utiliser, à l'époque, on utilisait Google Jamboard, donc utiliser des remplaçants là, de Google Jamboard là, qui ont été suggérés par Google pour remplacer ça. Donc, vous pouvez utiliser des post-it virtuels ou des post-it réels. Moi, j'aime bien le post-it réel parce qu'en salle de classe, tu un beau mur là, qui apparaît plein de questions. C'est vraiment hot. Puis là, moi, ce que je fais aussi, c'est on va essayer de les organiser par thème. OK, ici, il semble avoir plus des questions sur l'argent. Ici, il semble avoir plus des questions de logistique. Ici, il semble avoir plus des questions sur le nombre de gens, les visiteurs, les participants, le nombre d'élèves et tout ça. On essaie de réorganiser les questions pour en grandes thématiques. Souvent, une modélisation mathématique, on va la faire toute la classe ensemble. Puis, quand vient le temps de la mathématisation, on se sépare les tâches. Hein? Toi, tu vas peut-être t'occuper plus de la musique pour le party de Noël, puis toi, tu vas t'occuper peut-être plus de l'aspect déchets, toi, tu vas t'occuper de la commande de nourriture, cette équipe-ci va s'occuper peut-être des décorations. Donc, on se répartit la tâche parce que, veut pas, des modélisations mathématiques, étant donné que c'est flou par nature, ben, ça va souvent aller dans plusieurs directions. C'est vraiment difficile pour vous en tant que prof de vraiment prédire dans quelle direction ça va aller. Donc, souvent, ça devient des belles tâches où, en fin de spiralisation, les élèves ont déjà vu plusieurs domaines. Ça va aller chercher plusieurs domaines. Il y a peut-être des élèves qui vont faire plus de mesures, des élèves qui vont faire plus d'opérations, des élèves qui vont faire plus de littératie financière, et c'est correct. Tu sais, comme mes élèves qui ont travaillé au volume de déchets. Ils ont essayé de déterminer le volume de déchets pour savoir si on allait avoir assez de poubelles puis de bacs de recyclage. Ils travaillaient beaucoup le concept du volume et de la capacité. Même chose avec mes élèves qui travaillaient le Purel, ben, eux autres, ils travaillaient les millilitres. Ils travaillaient beaucoup au niveau de la mesure du volume. Tandis que mes élèves qui travaillaient la musique, eux autres, ils travaillaient beaucoup la durée, le temps. Combien de chansons on allait avoir besoin, si le party durait tant de temps. Tandis que les élèves, par exemple, qui vont travailler à l'aspect financier, ben, vont faire plus de littératie financière. Ce que j'aime, moi j'aime ça partir dans l'inconnu comme ça. En tant que prof, là, ça me fait triper de partir avec quelque chose, puis on va voir vers où ça se rend. C'est vraiment un thrill versus une tâche où je sais que tout va être pareil et ça va être pareil à chaque fois. Dans la deuxième composante, c'est là qu'on émet les suppositions. Et je vais vous inviter à émettre des suppositions. Puis là, ça peut être un peu difficile parce que vous n'êtes pas dans la vraie situation de l'école. Fait que je vais vous inviter à inventer des suppositions. Mais par exemple, une des suppositions, c'est il faut faire un profit minimal d'au moins 20 par exemple. Ça pourrait être une supposition. Hein? On ne veut pas perdre d'argent, on ne veut pas être juste kiff-kiff. On utilise ça peut-être pour une campagne de financement ou quelque chose. Donc, avec notre cantine, notre objectif, c'est de faire un profit de 20 ça serait une supposition. Je pourrais supposer, par exemple, il n'y aura pas de réfrigérateur, mais nous allons avoir accès à une dizaine de glacières fournies par les parents. Ça pourrait être une supposition, ça. Vous voyez qu'on est en train de vraiment donner de la structure au problème. Donc, je sais que vous n'êtes pas dans cette situation-là en ce moment. Vous n'avez pas eu la chance d'aller interviewer les parents, le directeur d'école, ce genre de choses-là. Mais pouvez-vous me donner des exemples dans le chat de suppositions que les élèves pourraient faire pour les aider à définir la tâche qu'on est en train de faire, qui est d'organiser le barbecue, pas le barbecue, mais la cantine pour la compétition de piste et pelouse. Donc, utilisez le chat.
Habituellement, on va commencer par on suppose que, on présume que, on s'attend à. C'est habituellement comme ça qu'on va écrire nos suppositions. On suppose que la compétition de piste et pelouse va avoir lieu sur notre piste à notre école et non à l'autre école là, dans l'autre quartier, par exemple. On suppose que tous les athlètes vont manger. Et souvent, il y en a qui vont me dire, on suppose que 70% des gens vont acheter de la nourriture, puis 30% vont amener le lunch. Et ça pourrait être basé sur un sondage, questionner, aller parler au prof d'éducation physique de l'an passé pour voir qu'est-ce que lui ou elle a vu. Hein? On suppose qu'il y aura une température moyenne. Il ne fera pas comme 35 degrés Celsius, mais il ne fera pas comme 0 degrés Celsius. S'il fait froid, peut-être qu'on ne veut pas vendre des Mr. Freeze. Là. Mais s'il fait 30, peut-être qu'on va vouloir en vendre des Mr. Freeze. On va faire ces suppositions-là. On suppose que la moitié des élèves vont acheter de la nourriture à la cantine. On pourrait dire, par exemple, on suppose qu'il va y avoir une station d'eau, donc on n'a pas besoin de vendre de l'eau. Hein? Si les jeunes amènent la bouteille réutilisable puis il y a une station pour remplir la bouteille, bien, on ne vendra pas. Donc, on suppose qu'on ne vendra pas d'eau nous-mêmes. Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité, Tracy. Oui. Les élèves, pour faire les suppositions, doivent aller chercher de l'information, questionner des gens. C'est là qu'on utilise l'entrevue, on utilise le sondage, hein, on utilise des collectes de données. T'sais, si on suppose que 10% des élèves sont sans gluten, donc il va falloir avoir des options sans gluten, ben on a fait peut-être un petit sondage auprès d'un échantillon, ou peut-être qu'on a fait de la recherche en ligne. Quel est le pourcentage des gens en Ontario qui ne peuvent pas consommer de gluten? Puis on pourrait se baser là-dessus. Voyez comme c'est riche. C'est riche, une modélisation mathématique. C'est pas plate comme le petit problème de la bicyclette que je vous ai présenté au début. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. On peut s'attendre qu'il y ait des gens végétariens, oui, exactement. Je vous laisse encore quelques instants pour écrire des exemples de suppositions que vous avez en tête. Quoi d'autre qu'on pourrait s'attendre? On s'attend à ce que les parents vont être là. On s'attend à ce que la cantine soit ouverte aux parents. Hein? Ça pourrait être une belle supposition. On suppose qu'on n'a pas de machine pour accepter la carte de crédit et la carte de débit. On suppose que toutes les transactions vont devoir être en argent comptant. Ça serait une supposition qu'on ferait. Donc, vous voyez que ça leur permet de définir le problème. Cette étape-là, elle est cruciale avant d'essayer de créer un modèle mathématique. Tu sais, si je ne sais pas combien de glacières est-ce que j'ai pour entreposer les Mr. Freeze, ben c'est bien difficile de mathématiser le problème. On suppose qu'il y a des personnes avec des allergies, tout à fait. On suppose que M. Tremblay va pouvoir aller chez No Frills pour nous aller chercher des choses. Hein, c'est important, là, parce que sinon, il va falloir qu'il se trouve un taxi, un autobus, un moyen d'y aller. Là. On suppose que M. Tremblay s'est porté volontaire pour aller nous chercher les choses chez No Frills, puis il nous charge pas son gaz. On suppose ça. Hein? C'est important, ces choses-là. Parce qu'en tant que prof, on en fait-tu des choses bénévoles, hein? On donne notre temps, on donne de notre gaz ou de notre électricité avec un char électrique. Oui, les bénévoles! Oh my God, yes! Personne n'avait parlé des bénévoles. Combien de bénévoles on a besoin? Tu sais, la cantine, à moins qu'on soit robotisé, puis j'adore l'idée de robotiser la cantine, là, mais ça va nous prendre du personnel pour gérer la cantine. Là. Hein, qui va recruter? Combien est-ce qu'on a besoin? Comment est-ce qu'on va faire les horaires? Est-ce que c'est les mêmes personnes toute la journée? Euh, Moi, je vais vous donner un exemple. Là. En 2001, Kingston a décidé de recevoir l'Expo Science pan-canadienne. Puis on a pas le, oui, le Collège militaire royal qui a dit Hey, nous, on va offrir le barbecue aux enfants d'Expo Science pour un soir. On a dit Good. On les a dit on a 500 élèves puis 250 profs qui s'en viennent. On est arrivé là, il y avait 2 barbecues de maison. 2 barbecues de maison pour nourrir 750 personnes. Impossible de nourrir autant de personnes. Hey, les boulettes, là, même là, si t'en fais vite, là, ouf, donc, la modélisation mathématique, elle ne marchait pas là-bas. Là, hein? Donc, c'était, tu sais, puis ça, je l'ai fait avec des barbecues. Là.
OK, les élèves mesurent les boulettes de barbecue, puis ils voient combien est-ce qu'ils peuvent en mettre sur le grill. Puis ils mesurent combien de temps ça prend pour cuire une boulette au complet, un bord, l'autre bord, jusqu'à temps que la boulette. Et ils me déterminent par barbecue la quantité de boulettes à l'heure qu'on peut cuisiner. C'est hot, ça, là. Il y a de la maths là-dedans, là. Hein? Quand je vous parle de la richesse d'une modélisation, c'est ce qu'on veut dire. OK. Quand on arrive à la troisième composante, c'est là qu'on crée le modèle mathématique. C'est comme je vous dis, par exemple, un barbecue peut produire tant de boulettes à l'heure, ça serait, et ben, si on a tant de personnes qui achètent tant de hamburgers, ben, ça va nous prendre tant de barbecue, ça serait la mathématisation. Et souvent, les élèves vont représenter leur mathématisation avec des phrases, des équations, des opérations, des variables, ce genre de choses-là. Et la dernière étape, on évalue le modèle. Fait que ça va être vraiment important si vous faites cette modélisation-là, de vraiment l'organiser, la cantine, là. D'avoir vraiment, pour de vrai, les élèves mettre en œuvre leur plan et à la quatrième composante, ils évaluent le modèle. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on s'est ramassé avec des centaines de boulettes de burgers inutilisées? Est-ce qu'il y a plein de Mr. Freeze ou on en a manqué? Après 1 heure, on a manqué de Mr. Freeze. Il nous restait encore 2 heures à l'événement. Il a fallu envoyer M. Tremblay en char vite chez nos fils, mais là, il n'était pas déjà congelé. On a eu un problème. On n'a pas tenu compte de ce problème-là dans notre modélisation mathématique. On évalue le modèle. Peut-être qu'on a remarqué qu'il y avait des super longues files. Hein? Les gens devaient attendre longtemps pour leur nourriture. Et d'ailleurs, une des modélisations mathématiques auxquelles j'ai travaillé avec mes élèves à Kinshasa, euh, ils voulaient optimiser la livraison de la nourriture à la cafétéria. Parce qu'ils ont dit on attend trop à la cafétéria à l'heure du midi. Souvent, les derniers jeunes qui ont leur repas, c'est déjà le temps de passer à la prochaine période et se rendre en classe. Ils ont essayé, ils ont travaillé à une modélisation mathématique. Bon, ça, c'était la tâche. Optimiser la nourriture, la livraison de la nourriture aux élèves à la cafétéria. Belle modélisation mathématique. Et évidemment, ben, tu évalues ton modèle. Et il est itératif, là. Moi, ce que j'espère aussi, c'est que les élèves passent l'information de leur modélisation mathématique et surtout l'évaluation au groupe de l'an prochain. Parce que le groupe de l'an prochain ne part pas de zéro, il part de quelque chose pour organiser la cantine. On va en faire une deuxième. Et cette deuxième-là, euh, ce que je vais vous présenter au fur et à mesure aussi, c'est les critères d'évaluation. Parce que là, on a parlé beaucoup comment est-ce qu'on anime la modélisation avec les post-it et tout ça, mais c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'on évalue la modélisation mathématique. Donc, au fur et à mesure de chaque composante, on va regarder quels sont les critères d'évaluation qu'on utilise. Et dans celle-ci, je vais même vous montrer des exemples faits par des élèves de modèles mathématiques, quand on va arriver à la composante 3. Donc, j'ai ici une première question. Un problème super flou et incomplet et désordonné. Je vous dis, qu'est-ce qu'on devrait inclure dans un panier d'épicerie? On s'imagine, on s'en va à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le panier d'épicerie? Je vous invite à ouvrir la zone de clavardage et m'écrire. Là, on est à l'étape des questions. Quelles questions est-ce qu'on se pose sur cette situation-là? Imaginez qu'on écrirait une question par post-it. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question pour répondre à cette modélisation mathématique? Quelle est la taille du panier? Oui, hein, les paniers chez Costco sont pas mal plus gros que les paniers européens. J'étais en Turquie la semaine passée, puis à l'épicerie, là, je te dis que le panier il est petit. On n'en met pas du stock là-dedans. Moi, ça me manquait nos gros paniers chez Costco. Euh, pour combien de temps? Ouais, je fais-tu l'épicerie pour ce soir? Est-ce que je fais l'épicerie pour toute la semaine? Est-ce que je suis européen puis je fais l'épicerie seulement pour les 2 prochaines journées? Tu sais, pour combien de temps est-ce que je fais ça? Ouais, quel est notre budget? Est-ce que notre budget est limité ou est-ce que c'est free for all? Là, je peux acheter tout ce que je veux? Excellent, ça va super bien. Je vous laisse travailler ça. Oui, pour combien de personnes? Est-ce que c'est pour toute la famille? Est-ce qu'on a des invités qui viennent? Est-ce que grand-papa, grand-maman viennent nous visiter cette semaine pour on a plus de personnes dans la maison? Hein? Ou est-ce que c'est juste notre famille? Combien d'enfants? Combien de bébés? Combien d'adultes? Combien d'ados? Eh, ça mange beaucoup des ados. Oui, est-ce que j'ai un temps illimité dans l'épicerie pour mettre tous les aliments? Ou est-ce que je suis limité? Est-ce que l'épicerie va fermer dans la prochaine heure, dans la prochaine demi-heure, dans les prochaines 10 minutes?
Ça va bien? Je vous laisse continuer. Moi, j'ai des élèves qui me disent, ben monsieur, est-ce qu'on achète juste des aliments ou est-ce qu'on achète aussi, tu sais, souvent dans les épiceries comme les superstores, tout ça, là, on peut acheter autre chose aussi que juste des aliments, là. Est-ce qu'on achète juste des aliments? Oui, est-ce que c'est seulement pour les repas ou est-ce qu'on inclut les collations? Ou peut-être, par exemple, je travaille juste mes dîners de l'heure du midi pour aller à l'école. C'est les seules choses. Ou peut-être qu'on est en train de faire l'épicerie pour un événement spécial. Hein? On fait l'épicerie pourquoi? Est-ce qu'il faut tenir compte de la nourriture pour les animaux? Est-ce qu'il faut des couches pour le bébé? Est-ce que c'est inclus ça ou on parle juste nourriture ici? Est-ce qu'il y a une occasion spéciale? Tu sais, c'est certain que si je veux faire mon épicerie, puis on est dans le temps des fêtes, puis tout mon oncle, ma tante et toute la compagnie s'en viennent, je vais faire une épicerie différente que si c'est mon épicerie hebdomadaire régulière. Est-ce que j'ai accès à une voiture? Oui, glaciaire. Moi, comme je vous dis, je suis à Belleville. Quand je monte à Kingston, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. L'été, quand il fait 30, il faut que j'apporte une glacière pour ramener les milliers de choses que j'achète chez Costco. Mais il faut en tenir compte. Est-ce que j'ai accès à ça? Je suis vraiment subjugué par la quintessence de votre créativité dans les questions. Je vous invite un petit peu à continuer. Je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce qu'on est à diète cette semaine? Ou est-ce qu'on mange santé? Est-ce qu'on peut s'acheter des chips, des croustilles, des bonbons? Hein? Est-ce qu'on est en train de faire des provisions pour un bout de temps? Genre, moi, quand je fais de la seafood chowder, là, j'en fais, puis on en met congelé, puis j'en ai pour un mois dans le congélateur. Ou est-ce que je fais juste de la nourriture pour la semaine? Est-ce que j'ai faim? Oui, ça change beaucoup. Ça, c'est pire erreur d'aller faire l'épicerie quand on a faim. Là. Ouf! Oui, pour quelle durée? Hein? Est-ce que je fais l'épicerie pour les prochains jours, pour la semaine? Ce genre de choses-là. Ou des fois, moi, je vais faire une épicerie, c'est comme juste pour patcher ce qui manque là, pour la semaine. Là. Ou des fois, juste pour les déjeuners. Mon épouse se lève dimanche matin puis elle dit, oh, j'ai le goût d'un déjeuner fancy avec des crêpes puis des gaufres puis ci puis ça. Ben là, je vais aller faire une épicerie spécifiquement pour ça. Donc, vous voyez qu'il y a plein de questions. Là, la prochaine étape, c'est de reformuler les questions. Combien, tu sais, est-ce qu'on nourrit des enfants? Combien d'enfants est-ce qu'on va nourrir? Est-ce qu'on achète pour les animaux de compagnie? Combien d'animaux de compagnie est-ce qu'on doit nourrir? C'est là qu'on ajoute beaucoup les combien. Hein? Est-ce que j'ai un budget? Quel est le budget? Quelle est la valeur du budget? Donc là, j'inviterai les élèves à reformuler les questions. Donc, ça, c'est un exemple de formuler les questions. Est-ce que c'est juste pour moi ou toute ma famille? La version reformulée, ça serait combien de personnes seront nourries par cet achat? Combien de bébés? Combien d'enfants? Combien d'ados? Combien d'adultes? Vous voyez que c'est une question qui vient chercher beaucoup plus de quantitatif. Un autre exemple ici. Est-ce que c'est pour tous les repas? Au lieu de poser est-ce que c'est pour tous les repas, combien de repas doivent provenir de cet achat? Combien de déjeuners, combien de dîners, combien de soupers et combien de collations? Si vous êtes européen, combien de petits-déj, combien de déj, combien de soupers et combien de collations? Euh, Au lieu de dire est-ce qu'il y a un budget, quel est le budget maximal pouvant être dépensé? Donc, voici les critères que vous devez utiliser quand vous évaluez vos élèves pour ça. Je formule des questions qui permettent d'établir des critères. Je trie les questions pour retenir les éléments qui sont pertinents. J'améliore l'envergure des questions initiales. J'évite les questions qui se répondent juste par oui ou non et je trouve des questions qui sont quantitatives. Et je formule des questions qui reflètent l'ensemble du problème. Des fois, il y en a qui sont trop pointus. C'est le bal de Noël, là, ils vont penser juste à la musique ou aux décorations, puis ils oublient le reste du bal de Noël. Donc, ça, c'est des critères d'évaluation qu'on utiliserait pour évaluer les élèves. Puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben, monsieur Dominique, c'est pas de la maths, ça. C'est de la maths. D'être capable de définir un problème, c'est de la maths. Ici, si on continue, la deuxième partie, c'est émettre les suppositions. Donc, ici, par exemple, je pourrais supposer que je fais l'épicerie pour notre famille et pour une semaine. Je suppose que c'est pour les déjeuners, dîners, soupers et collations. Je suppose que 80% de la nourriture doit être santé et 20% pourrait être des friandises et des gâteries. Je suppose que notre budget maximal
pour la semaine est de 800 $. Je suppose que vous voyez que l'élève fait ses suppositions. Quand l'élève fait ses suppositions, voici vos critères d'évaluation pour vous. Avant de faire les critères d'évaluation, désolé, j'ai des exemples. Je tiens pour acquis qu'il n'y a pas d'allergie alimentaire chez moi. Je tiens pour acquis que c'est pour une semaine. Ça, ce sont des suppositions. Donc, voici les critères d'évaluation. J'émets des suppositions en fonction de la situation. Je choisis les éléments qui sont constants et les éléments qui sont variables. Comme par exemple, le nombre de personnes pourrait être constant, mais le nombre de jours pourrait être quelque chose que je vais garder variable. Je fais de la recherche. Tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné ce qu'on fait de la recherche. Oui, on fait de la recherche. Donc, je fais de la recherche pour pouvoir prendre des décisions et faire mes suppositions. Et aussi, je vérifie que mes suppositions sont vraisemblables. J'ai des élèves qui vont me sortir des suppositions qui n'ont pas de bon sens. Genre, je suppose que je fais l'épicerie pour 10 000 personnes. Je suppose que je fais l'épicerie pour 365 jours. Non, c'est pas vraisemblable. Donc, les suppositions doivent être vraisemblables. Je suppose que j'ai accès à 30 réfrigérateurs pour la cantine, pour la piste et pelouse. Non, non, ça, c'est pas vraisemblable. Donc, il faut que les élèves s'assurent que leurs suppositions sont vraisemblables. Maintenant, si on pense au modèle, on n'a pas encore vu des exemples de modèles, donc je veux vous en montrer des exemples de modèles. Le modèle, je vous rappelle que c'est la troisième composante où on mathématise la situation. Donc, voici des exemples de modèles ici. Ça, c'est des exemples que les élèves ont fait. Ils ont fait une liste d'épicerie, puis ils ont noté les montants, puis qu'est-ce qu'ils allaient acheter. C'est pas pire. J'ai ici des élèves qui ont fait des découpures dans les circulaires. Puis ils m'ont dit que ça, c'était une épicerie pour 3 jours pour déjeuner, dîner, souper. Mais ils m'ont aussi montré, tu sais, x2 divisé par 3, parce que, tu sais, peut-être si j'achète une pomme de laitue, ça va me durer plus qu'un repas. Donc, ils ont dit, ben, divisé par 2. Hein? Je n'ai pas besoin de la pomme de laitue au complet. Donc, pour chaque humain, j'ai besoin d'une demi-pomme de laitue. Donc, ils ont vraiment montré les x2, les x3, les divisés par 2. Tu sais, quand tu achètes le pot de beurre de pinot, ben, peut-être qu'ils vont me dire, ça, on peut faire au moins 10 repas ou 20 repas avec ça. Donc, on va diviser par 20. Donc, ils ont vraiment mathématisé la situation avec un genre de carton Bristol. Ça, ici, j'ai des élèves qui l'ont fait dans Scratch. Donc, dans Scratch, ils ont créé des listes et là, ils pouvaient entrer avec des variables le nombre d'adultes, le nombre d'enfants et ça déterminait les coûts. Donc, ils ont mathématisé la situation en utilisant ici le codage. Et ici, j'ai des élèves qui l'ont fait dans Microsoft Excel, où ils ont fait les listes d'épicerie et vous voyez qu'ils ont fait les montants qui se calculent automatiquement et tu peux aller changer le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre d'adolescents et boum, ça va mettre automatiquement à jour les achats que tu dois faire. Fait que vous voyez que ça peut être très, très simple avec des enfants très jeunes, comme ça peut aller beaucoup plus complexe avec des enfants plus vieux. C'est ça que je veux vous dire que la modélisation se fait plus en profondeur en 7, 8, 9e année qu'elle se fait en première, deuxième, troisième. Euh, et ici, j'avais mis une diapositive. Il faut faire une différence entre le modèle et la représentation du modèle. Le modèle, c'est clairement la maths. Tu sais, pomme de laitue divisée par 2 pour chaque personne, ça, c'est la maths. Où je peux rafraîchir 5 personnes avec une bouteille de jus parce que je peux verser 5 verres. Ça, c'est la maths. Maintenant, ce que je vous montre ici, là, les différents looks, ça, c'est la représentation du modèle. Ce n'est pas vraiment la maths, c'est je représente mon modèle avec une feuille Excel. Je représente mon modèle avec du codage. Je représente mon modèle avec du découpage. Je représente mon modèle avec une liste. La liste, le découpage, le codage, Excel, ça, ce sont des représentations du modèle, mais les algorithmes mathématiques que je fais avec les valeurs, ça, c'est vraiment le modèle. C'est ça le modèle, là. Donc, si on regarde comment est-ce qu'on évalue le modèle des enfants, je crée un modèle qui peut être adaptable. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, changer le nombre d'enfants, le nombre d'adolescents, le nombre d'adultes. Donc, si j'ai des variables que je peux changer dans mon modèle, c'est une bonne chose. Je tiens compte des variables. Je crée un modèle qui est explicite et qui est facile à comprendre par quelqu'un d'autre. Être capable de communiquer ton modèle. Quelqu'un regarde ton modèle puis il sait quoi faire avec. Ça fait partie de ça. Et je reconnais et j'explique les concepts mathématiques.
Ça, c'est probablement la partie où ce que le prof de maths se sent le plus à l'aise, là. Tu sais, l'élève, il est capable d'expliquer les taxes, les pourcentages, les variables qu'il a utilisées, les équations, le concept de prix unitaire, de proportion, de meilleur achat, ce genre de choses-là. Ça, c'est peut-être la partie où on se sent plus à l'aise parce qu'on dit, ah, ça, c'est vraiment les concepts de maths. Donc, l'élève devrait être capable d'expliquer les concepts de maths qu'il a utilisés. S'il a décidé d'inclure le pourcentage de taxes, ben, il nous montre qu'il l'a inclus dans son modèle. Entre la composante 3 et la composante 4, là, l'élève doit mettre à l'essai son modèle. Si on a fait l'épicerie pour la semaine, puis c'était pour notre famille et tout ça, il faut le mettre à l'essai. On a-tu souffert parce qu'on n'avait pas assez de nourriture? On en avait-tu trop à la fin de la semaine? Est-ce qu'on a mangé du junk food toute la semaine? T'sais? On teste notre modèle puis on vérifie est-ce qu'il fonctionne bien. Et on se pose des questions aussi lors de la mise à l'essai. Une des choses qui est super importante, quand on commence en première année, comme si vous allez sur le site de l'AFEMO, en première année, la modélisation qui est suggérée, c'est de créer des sacs à bonbons pour une fête d'enfants. Belle modélisation, j'adore ça. Il y a plein de questions, là. Combien d'amis vont venir à la fête? Quelle est la grosseur des sacs? Où est-ce qu'on achète les bonbons? Est-ce qu'on va chez Bob Barn? Est-ce qu'on peut inclure des petits sacs de chips? Comme c'est cute, là. Je l'ai fait souvent en première année. Celle-là, elle marche super bien. Un enfant qui commence en première année est très je me moi. C'est mon modèle. Moi, je vais mettre des bonbons verts parce que c'est mes préférés. Il pense à lui. C'est un modèle pour lui. C'est important que l'élève réalise qu'on peut passer d'un modèle personnel, mais on veut rendre le modèle plus applicable à ce qui se passe autour de nous. Donc, un modèle qui colle juste à ma réalité, c'est un modèle très égocentrique, mais à mesure que l'enfant évolue dans la modélisation mathématique, on veut que l'enfant puisse créer un modèle qui est transférable à d'autres situations. Comme par exemple, des élèves qui créeraient un modèle pour organiser une danse d'école, une soirée dansante à l'école. Ça peut être pour leur école, mais que le modèle puisse être appliqué à d'autres écoles. Comme je peux m'imaginer, disons que j'organise mon modèle pour l'école de Plantagenet, puis on a fait une soirée dansante, ça marche bien. Peut-être que je pourrais exporter le modèle à Castleman, puis à Rockland, puis à Cornwall, puis tester si mon modèle fonctionne dans d'autres situations et quelles variables je dois changer. Donc, on veut vraiment passer d'un modèle je me moi à un modèle qui peut être répliqué ailleurs. Je fais un modèle qui fonctionne pour notre voyage de fin d'année, mais là, comment ça pourrait fonctionner avec les autres? Et moi, en tant que prof, ce que j'adore faire, c'est d'amener des événements instigateurs. Aujourd'hui, vous aviez tout fait votre plan pour le IGA. Le GA, il est fermé aujourd'hui. Ah, il va falloir utiliser une autre épicerie. Comment ça vient changer votre modèle? On avait fait l'épicerie pour la semaine. Oh, j'ai oublié de vous le dire, mais on a un ami qui vient nous visiter cette semaine. Il va y avoir une personne de plus dans la maison. Comment ça vient changer ton modèle? On avait prévu aller faire un voyage scolaire en avion, puis on part de Belleville jusqu'à l'aéroport de Toronto, puis on avait prévu des autobus scolaires pour nous amener là. La compagnie d'autobus scolaires est en grève. Oh, il va falloir utiliser un autre moyen de transport. Trouvez-moi comment le faire. J'adore ajouter un élément qui vient briser tout ça, qui vient forcer les élèves à modifier leur modèle. Et ça, c'est une des choses que j'adore faire et ça les amène à rendre leur modèle plus transférable. Donc, pour l'analyse du modèle, l'élève devrait être capable d'identifier les éléments qu'il veut maintenir dans son modèle et d'identifier les éléments qui doivent être changés et modifiés. Il devrait être capable d'expliquer pourquoi il doit modifier certains éléments du modèle et il devrait expliquer pourquoi son modèle est transférable ou n'est pas transférable à d'autres situations similaires. Si vous cherchez des beaux exemples de modélisation mathématique, l'AFEMO en a fait de très, très bons. Donc, si vous allez sur le ontariomath.support, ontariomath.support, dans la version française, l'AFEMO a fait une section complète sur la modélisation mathématique et il y a des exemples de leçons de modélisation mathématique pour tous les niveaux scolaires. Comme il y a une année, ils font la recharge des ordinateurs, des Chromebooks et des iPads. Là. Puis s'assurer que les Chromebooks et les iPads vont être chargés à temps pour la prochaine période, puis combien de chargeurs ça va prendre et tout ça, c'est vraiment cute. Il y a les sacs à bonbons pour les enfants. Il y a les petites bibliothèques aussi. Vous savez, les petites bibliothèques que les gens mettent sur le bord de la rue, là, les mini, les mini libraries, là, où ce que les gens peuvent échanger. Donc, il y a une modélisation mathématique basée là-dessus. Il y a plusieurs beaux exemples que je vous invite à aller les voir.
C'est pas mal la fin. Il reste quand même quelques minutes. Donc, je voulais garder du temps à la fin pour répondre aux questions. Donc, si jamais vous avez des questions sur la modélisation mathématique, comment ça se met en œuvre, je vais aussi juste prendre quelques instants pour vous partager comment je le fais aussi avec ou Microsoft Whiteboard ou avec une application de post-it virtuel. Donc, vous voyez, ça, c'est comme ça que je le ferai. Où je commence ici, j'ai ma situation, et là, je mets des espaces pour les questions. Et là, les élèves utilisent des post-it, comme ça ici, puis ils viennent poser leurs questions, là. Donc, combien de gens, quel est le budget? Ensuite, on fait reformuler les questions dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, les élèves me mettent plein de post-it pour leurs suppositions. Ça, c'est avec des post-it virtuels, mais évidemment, ça peut se faire avec des post-it réels. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour faire des modélisations mathématiques dans vos conseils, vous savez qui appeler. Euh, Vous savez comment me joindre. Donc, ça me fait plaisir de présenter. Jean-Luc, as-tu vu des questions qui sont apparues dans le chat? Pas comme c'est là, non, pas comme c'est là. Puis je regarde pour des mains levées aussi. Oui, ça doit être trop clair d'abord. Pourtant, C'est c'est quoi? flou, les modélisations Les gens mathématiques. se sont servis du chat en Moses. J'ai rarement vu ça, une présentation, De d'idées qui passent dans le chat. participation, ouais. Mon Merci ordi beaucoup. sonnait. Bing, bing, bing. Ah, OK, il y a un commentaire. Merci Ouais. Dominique. Ah, tu les vois. Pas besoin de les lire. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite bonne chance parce qu'il y en a qui me disent, ah, c'est trop compliqué la modélisation mathématique, je ne suis pas prêt pour ça. Ben, on ne peut pas vraiment ne pas être prêt, c'est une attente. Elle est dans le curriculum. On n'a pas le choix de la faire. Tu sais, c'est un peu comme le codage. On a dit, on n'a pas le choix de former tout le monde sur le codage. On n'a pas le choix de former tout le monde pour la modélisation mathématique, là. C'est dans le curriculum. C'est pas optionnel. C'est la C.4 dans votre curriculum. Vous devez le faire. Donc, j'espère que les outils que je vous ai donnés, les techniques d'animation, l'idée de Hmm. reformuler les questions, ça vous donne ce qu'il faut pour le mettre en œuvre dans les salles de classe. Moi, je suis convaincu que tu nous as donné le paquet, Dominique. En fait, au début, quand tu nous as invités à faire une publication sur Facebook avec ton image, Oui. avant, pendant, après, j'ai dit Dominique Tremblay est en feu, attaque 2024-2025. Puis tu l'as été du début à la fin. Merci beaucoup, comme je disais tantôt, d'avoir accepté notre invitation. C'est impressionnant ce que tu présentes. Puis je suis convaincu que les gens vont avoir joui beaucoup de ton atelier. Et puis J'ai placé les écoles qui commencent la modélisation aussi dès la première année, ben, tu sais, quand l'élève en fait chaque année, puis tu sais, il faut être réaliste, là, tu ne peux pas en faire 10 dans une année des modélisations, là. C'est long. Ça prend du temps, mais c'est très valable comme mathématique, là. Ben, les élèves qui deviennent habitués, ben, tu sais, c'est de plus en plus facile à chaque année. Ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent pourquoi le prof donne un problème flou. Absolument. J'ai mis dans le clavardage pour les gens le formulaire de rétro qui est important à compléter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions avant qu'on se quitte. Puis vous avez aussi, Jean-Luc, tu avais mis la présentation Je PowerPoint. l'ai mis à deux reprises pour ceux qui arrivaient un petit Excellent. peu en retard. S'il y en a Fait qui en que, veulent un peu plus aussi, il y a un institut 24 sur 24 que je fais sur la modélisation mathématique qui est publié par le Centre Franco. Puis les instituts 24 sur 24, c'est ah des oui, ateliers que vous pouvez aller suivre en tout temps, ouais. en bobette, dans le bain avec votre iPad, Oh. peut-être sans bobette. Donc, c'est une belle façon aussi d'aller s'outiller sur le plan pédagogique aussi. Donc, sur le site des instituts 24 sur 24, là, j'ai un atelier spécifiquement sur la modélisation mathématique. Voilà. Encore une fois, merci. Puis on se laisse. Ben, C'est beau. merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Jean-Luc. C'est beau, absolument.